Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre présence malgré les grèves, malgré le transport qui est un peu compliqué en ce moment. Je m'appelle Lauren Wolf, je m'occupe de la programmation ici au Columbia Global Center. Ce soir, nous sommes absolument ravis pour lancer notre saison. D'accueillir notre cher collègue, en fait, un de nos préférés, Bernard Harcourt, qui est le Isidore and Seville Sulzbacher Professor of Law, donc de l'école du droit, et aussi prof de sciences politiques, et qui est aussi le fondateur-directeur du Columbia Center for Contemporary Critical Thought. Nous avons beaucoup travaillé ensemble autour des questions critiques. Et ce soir, c'est en fait une grande célébration pour son livre Exposed, qui vient d'être traduit, La société d'exposition, qui après le débat va être mise en vente derrière. Vous l'avez probablement vu. Donc ce soir, nous avons vraiment programmé une belle discussion. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Marie Durand, qui est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef adjoint des Irrecuptibles et spécialiste de la vie des idées. Il est l'auteur de The Cool dans nos veines et de 1977, l'année de ma naissance, Année électrique. Et il vient tout récemment de publier Homo Electus chez La Découverte. Merci encore et bonne conversation. Merci. Une dernière chose, je voulais juste remercier Isabelle Creusot du Seuil. C'est toujours un plaisir de travailler avec elle et voilà, nous sommes ravis. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Vous m'entendez là? Le micro fonctionne? Ok. Ravi d'organiser, d'animer cette discussion devant vous ce soir. Donc la règle du jeu, elle est classique, vous la connaissez par cœur, vous êtes habitués. On va discuter à peu près une grosse heure, nous, entre nous, avec nos invités. Et après, évidemment, l'échange avec vous sera évidemment le bienvenu. On pourra interpeller nos invités. Donc, pour discuter de ce livre important, très beau livre que je vraiment te conseille, vraiment, parce que c'est un livre, je pense, qui fait déjà un peu événement, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, et qui, je pense, va rester, voilà, donc Bernard Harcourt, La société d'exposition, désir et désobéissance à l'ère numérique. Donc, on vous l'a présenté à l'instant, donc vous savez qu'il est professeur de philosophie, donc à Columbia, à New York, mais qui passe de temps en temps à Paris, 2 mois par an, il m'a expliqué, puisqu'il est directeur d'études également à l'école et aux études en sciences sociales. Il est spécialiste, notamment, pour le dire un peu vite, du travail de Michel Foucault, puisqu'il en a édité plusieurs cours au Collège de France, notamment la société punitive, qui est un sujet sur lequel on reviendra probablement tout à l'heure. Pour discuter avec lui, on avait inventé un plateau qui est pas complètement complet, parce qu'on a 2 personnes qui sont absentes, donc je les excuse d'avance. Daniel Defer, qui est sociologue, qui était le grand complice de Michel Foucault, qui est un grand connaisseur de son travail, mais qui est grippé, donc il ne peut pas venir ce soir. Il s'en excuse auprès de vous. Et Mickaël Fossel, qui devrait arriver, mais il est en soutenance de thèse. Donc si de Massy-Palaiseau, les RER marchent, je pense qu'il devrait arriver dans quelques minutes. Et lui, vous le connaissez très bien aussi, c'est un philosophe français aujourd'hui au cœur un peu du renouveau de la philosophie française contemporaine, et qui a beaucoup travaillé sur la question précisément de l'état libéral autoritaire, la surveillance et des dérives sécuritaires, à travers beaucoup de livres, et je pense que sa lecture du livre de Bernard Harcourt pourrait être aussi assez précieuse. Pour discuter avec nous, on a également Jean-Briel Ganassia, sur ma gauche, assis. Bonsoir Jean-Briel, vous êtes professeur à l'université Pierre-Marie-Curie, vous avez plein de statuts universitaires très importants, membre de l'Institut universitaire de France, vous êtes président du comité éthique du CNRS, et pour le dire un peu vite, vous êtes un spécialiste de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de l'éthique computationnelle, vous avez beaucoup travaillé sur l'apprentissage machine, vous êtes un spécialiste de sujets techniques dont nous-mêmes souvent nous sommes évidemment ignares, et vous allez, je pense, beaucoup nous aider à comprendre des enjeux là-dessus. Vous avez publié récemment plusieurs livres importants, notamment Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, mais vous avez aussi publié un roman qui est une manière aussi intéressante de jouer avec les genres et les modes de récit autour de ces enjeux-là, qui s'appelle Ce matin, Maman a été téléchargée, qui est paru chez Buchet et Chastel il y a quelques mois aussi.
Voilà, donc voilà. Et puis à votre gauche, Asma Mala. Je demande de compatir quand même. Asma Mala, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes spécialiste des enjeux, disons, de l'économie des plateformes, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des plateformes. Et vous avez une connaissance assez précise, assez documentée et technique aussi de toutes ces questions-là. Et je pense que votre regard aussi sera forcément intéressant pour, comme ça, compléter ou, disons, critiquer ou accompagner ce nouveau concept que Bernard Harcourt essaye de théoriser, théorise de manière très très forte dans son dernier livre, La société d'exposition. Alors avant de donner la parole, juste peut-être rappeler quelques évidences. On a tous été, j'allais dire, biberonnés à des concepts politiques majeurs du siècle dernier, de George Orwell et son Big Brother, à la société du spectacle de Guy Debord, à la société punitive de Foucault dans Surveiller et punir, jusqu'à la société de contrôle dont Gilles Deleuze avait théorisé aussi les grands principes. On voit bien que toutes ces grandes idées, ces paradigmes presque politiques nous ont accompagnés. On vit avec eux depuis 50 ans. Et ce qui est évidemment intéressant et passionnant avec la réflexion de Bernard Harcourt, c'est précisément de mettre en avant l'idée que ces modèles, je ne sais pas comment on peut les appeler, d'explication du monde social et du pouvoir, sont aujourd'hui non pas périmés, parce que ce n'est pas du tout ce que dit Bernard Harcourt non plus, mais disons qu'ils sont relativisés par une nouvelle reconfiguration du mode de circulation du pouvoir, qui est précisément la question de l'exposition. Et donc c'est tout intéressant de voir comment finalement aujourd'hui, ce qu'il appelle la société d'exposition, c'est une manière pour nous finalement de nous exposer en toute transparence, en toute, j'allais dire, conscience, jusqu'à nous livrer corps et âme, d'une certaine manière, à un pouvoir étatique, un pouvoir économique. On pourra définir aussi la nature de ces pouvoirs différents, par nos données. C'est tout le problème du contrôle des données et d'un modèle de société qui, évidemment, aujourd'hui, se réinvente radicalement et transforme totalement la manière dont nous-mêmes, nous lions au pouvoir. Une idée forte de son livre, c'est de préciser que ce qu'il appelle notre moi numérique a pris le pas sur ce qu'il appelle le moi analogique, avec une métaphore évidemment tissée par propos de la grande théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, qui est une manière de dire voilà, qu'aujourd'hui, il y a une substitution d'un autre moi, et je le cite, Bernard Harcourt, vous écrivez que nous vivons dans un espace libre où les dispositifs de contrôle qui étaient autrefois coercitifs sont désormais tissés dans la trame même de nos plaisirs et de nos fantasmes. C'est ça qui est important, sidérant dans cette réflexion, c'est précisément le plaisir et la punition, comme vous le dites, aujourd'hui, sont complètement entremêlés dans un même geste, dans un même modèle. Et donc tout le travail de ce livre, c'est précisément de nous inviter à une forme de lucidité critique, d'une sorte de prise de conscience un peu de ces enjeux-là. Et peut-être pour commencer à discuter avec vous, j'avais envie de vous demander, Bernard Harcourt, finalement, en quoi le concept d'exposition, qui est vraiment le sujet sur lequel vous travaillez de fond en comble, en quoi ce concept clé vous semble aujourd'hui une notion centrale pour comprendre le présent d'aujourd'hui, à l'ère de la surveillance généralisée, qui est devenue une sorte de leitmotiv un peu obsessionnel, mais voilà, en quoi l'exposition est pour vous un problème? Est-ce que finalement, même s'exposer, ou j'allais dire même exposer, comme on parle d'exposition des artistes par exemple, a longtemps été conçu comme au contraire perçu comme une sorte de vertu presque de l'histoire de la théorie politique. S'exposer, c'est toujours un acte fort qui d'ailleurs engage le citoyen. En quoi aujourd'hui ça vous semble être un problème, un vice, j'allais dire, sur lequel on doit beaucoup réfléchir? Merci Jean-Marie, merci Jean-Gabriel, Asma, Isabelle et Lorraine, et vous tous d'être venus pour discuter ensemble sur ce livre. Alors, il me semble que vous avez mis le doigt, Jean-Marie, précisément sur le problème central ici, et c'est l'importance des enjeux, c'est tout à voir avec cette question de désir et d'exposition. Et le fait est qu'on pense souvent qu'on est en train de simplement s'amuser, c'est du loisir, c'est du plaisir, on met un selfie, on a un Instagram, on est en train de communiquer, de se présenter avec ses amis et tout ça, mais en fait, toute cette nouvelle manière de se présenter numérique crée toute une nouvelle circulation du pouvoir. Et c'est donc où le désir rencontre le pouvoir que nous sommes vraiment emméchés aujourd'hui dans ce que j'appelle cette société d'exposition.
la circulation du pouvoir aujourd'hui se fait à travers notre propre exposition. Et c'est ça qui a changé vraiment tous les enjeux. Ça veut dire qu'on n'est plus forcé à se présenter, on n'a plus besoin de trouver les techniques pour nous contraindre, pour nous mettre dans un panoptique, ou bien pour avoir un Big Brother qui nous fait présenter. Il n'y a pas besoin de mettre un telescreen sur le mur comme on faisait dans 1984, parce que nous-mêmes, on met la télé smart sur le mur qui capte tout ce qu'on dit et on le fait de notre propre désir. Et c'est donc là vraiment qu'il faut comprendre comment le monde a changé, comment ça redistribue les nœuds de pouvoir, comment ça façonne notre propre subjectivité et nous rend transparents et facilite ensuite le ciblage et les recommandations qui sont en train de nous transformer dans notre propre subjectivité. Alors, Jean-Gabriel nous avait lancé dans cette direction avec son livre formidable, Voir et pouvoir, qui nous surveille. Et c'était précisément pouvoir, c'était précisément de nous pousser à réfléchir sur comment est-ce que ce nouveau appareil numérique dans lequel on s'implique avec tellement de joie change les relations de pouvoir. Et je dirais que si on ne comprend pas que c'est en fait une question de relations de pouvoir, on est un peu foutu, parce qu'on essaye de trouver des limites, on essaye de trouver des limites sur la diffusion, il faut consenter à ceci ou à cela, mais si on ne comprend pas que ça fonctionne à travers le désir aujourd'hui, on ne va jamais s'en sortir. Quelle a été au départ l'intuition que vous avez eue sur cette question du désir? Parce qu'en effet, c'est la grande question. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais ce livre, vous l'avez publié aux États-Unis il y a déjà plusieurs années, il y a 4-5 ans. Donc là, c'est une traduction qui vient. Donc vous étiez quand même sur ce sujet-là il y a plusieurs années, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être cet enjeu-là était peut-être moins sensible. Peut-être la question des réseaux sociaux n'a cessé de développer depuis 4-5 ans. Est-ce que déjà vous aviez pressenti quand même cet enjeu-là? Oui, enfin, ce qui avait déclenché ma pensée dans ce contexte, c'était vraiment, je viens du carcéral, moi. C'est là où j'habitais, et c'est un carcéral qui était vraiment différent. Hein. C'était des barreaux, c'était de la pierre, des cellules. Et tout ce monde carcéral, avec lequel je travaille depuis trop de décennies, pour admettre, tout ça, c'était toute une manœuvre et des techniques complètement différentes. Et c'était ça que le frottement contre le fait qu'on surfe sur le net. Hein. Donc, toutes les images qu'on utilise et toute l'existence de surfer sur le net, ou bien le iCloud, ou bien les cookies, et tout ça, c'était un sentiment entièrement différent. Hein. On n'enfermait pas, on ne semblait pas enfermé. On essayait de faire c'est tout un monde où on s'expose soi-même à travers ses propres plaisirs. Et ce que je voyais, par exemple, c'était que les techniques carcérales classiques et nouvelles, comme par exemple le bracelet électronique, en fait, fonctionnaient de la même manière que les appareils nouveaux, comme le Apple Watch. Ouais. Apple Watch. Et donc c'était ça. Comment est-ce que c'était possible que dans le carcéral, on imposait toute cette coercition, toutes ces techniques, toute cette surveillance, hein. On mettait le bracelet sur la cheville, et par contre, aujourd'hui, on s'expose de la même manière, on donne beaucoup plus d'informations avec notre Apple Watch qu'on ne donne avec un bracelet électronique. Beaucoup plus, je veux dire, on se rend transparent. Et c'était cette juxtaposition, ce contraste, cette tension qui m'a vraiment poussé dans cette direction. Est-ce qu'à votre avis, le fait de livrer nos données de manière aussi absolue, puisque
vous dites très bien dans le livre, ceux qui nous surveillent en savent plus sur nous-mêmes, sur nos affects ou nos désirs que nous-mêmes nous ne le sachions. Hein, ils anticipent. Est-ce que vous avez l'impression que ça c'est une donnée que les citoyens dans leur ensemble ont saisie aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une forme d'aveuglement ou disons d'absence de réflexion générale sur ces enjeux? J'ai peur que le monde numérique est tellement joyeux, distrayant et fascinant et agréable et c'est de telles jouissances qu'on oublie des fois par accident, des fois intentionnellement, mais j'ai l'impression que quand on commence à se soucier, en fait, avant qu'on ait le temps de faire quelque chose ou de s'en apercevoir, il y a déjà un autre bing, un autre truc, un tweet, un je ne sais pas quoi, un email, un flag, un notification, et puis paf, on est déjà repris dans le jeu, quoi. Et c'est ça, c'est le manque on n'a pas le temps même, il me semble, on n'a pas le temps de réfléchir sur les problèmes qui sont en train de se présenter, qu'on est déjà repris dans ce monde qui est un monde, mais il faut bien comprendre qu'il est séduisant, il est agréable, et je veux dire, et c'est ça, je veux dire, et c'est les plaisirs. On utilise des mots souvent, narcissisme, exhibitionnisme, ce sont des mots qui sont négatifs, mais il faut pas penser, il faut pas les utiliser d'une manière négative. Je veux dire, c'est agréable d'avoir des gens qui vous aiment. Bah voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Vous disiez que la dimension libidinale et narcissique est au cœur du problème. Oui. On aime tous avoir des likes ou je ne sais quoi. Oui, ben bien sûr. Alors, on comment met une photo de soi, voilà. Les selfies, c'est un monde, c'est un nouveau monde de selfies. Je veux dire, pas tous, bien sûr, mais même ceux qui ne le font pas n'ont pas le choix d'être impliqués dans ce monde numérique. Je veux dire, même quand on résiste, si on veut avoir une vie professionnelle ou avec des étudiants, si on veut avoir si on veut enseigner, on n'a pas le choix de ne pas être sur les plateformes numériques aujourd'hui et donc de traverser à travers tout ce terrain. Mais d'autre part, pour beaucoup de monde, pas tout le monde, mais pour beaucoup de monde, c'est très agréable de mettre une image, de mettre une image de soi ou de quelqu'un qu'on aime et que les gens commencent à aimer ça et on retourne pour voir combien de gens ont aimé, on demande aux gens d'aimer. Je veux dire, c'est humain, c'est trop humain, voilà. Mais comment, c'est une des questions que vous posez dans le livre, notamment vers la fin, c'est que justement, vous parlez d'une mortification de soi, justement, ouais. d'une manière d'une transformation morale presque de la manière dont les sociétés s'organisent aujourd'hui à travers le plaisir qu'on a à être liké ou partagé. Comment lutter comment lutter ? Comment comment vivre avec ce désir-là ? Parce que c'est quand même presque anthropologique. On sent bien que vous nous expliquez que voilà, c'est comme ça, que c'est une donnée qui aujourd'hui est j'allais partager. L'idée du partage est partagée, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui semble aujourd'hui, j'allais dire, sans issue. Oui, ben, il faut bien comprendre d'abord, au fond, que c'est en train de façonner notre subjectivité. Mm-hmm. Donc, il faut bien comprendre que tout ce système fonctionne. Il y a toute une économie politique qui fait fonctionner ces données numériques. Hein. Il faut bien comprendre que c'est tout pour à la fois le ciblage des annonces et de la publicité, qui fait fonctionner tout ce monde. Je veux dire, il y a des relations de force ici énormes, commerciales, qui font qu'on participe et qui utilisent toute cette participation, et que tout ça commence à avoir des effets sur notre subjectivité. C'est toutes les recommandations qui viennent. Chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a des recommandations. Toutes les publicités qui sont ciblées, des fois souvent masquées même. Je veux dire, les bons retailers comme une Target aux États-Unis, je ne sais pas ce que ce serait en France, Target. Cible. Ouais. Non, mais la société
Ah c'est un peu ouais. Carrefour. Hein, c'est un peu Carrefour. Oui, la hein. société. Ah oui. Alors eux, par exemple, ils prennent tous nos data, ils nous ciblent avec des annonces et ils mettent les annonces parmi d'autres annonces qui savent qu'on ne serait pas intéressé. Donc c'est très futé et on reçoit tout ça, on reçoit des annonces qu'ils savent ne seraient pas utiles pour valoriser les annonces qu'ils savent sont ciblées pour nous. Et tout ça, ça a des effets, ça va façonner notre subjectivité. Et en même temps, cette notion qu'on ne peut pas y échapper, je crois que ça a des effets aussi de mortification de soi. Tout à l'heure, j'évoquais George Orwell, Ouais. Foucault, Debord et Deleuze. En quoi, c'est une question compliquée, mais rapidement, vous pourriez nous dire que ces modèles-là vous semblent aujourd'hui, j'allais dire, dépassés. Ok. En quoi Oui. Ben dépassé. Et bon, c'est toujours très utile. Il y a toujours un peu de panoptique aujourd'hui. Il y a beaucoup de CCTV sur la rue, donc il y a de la surveillance. Et c'est pas qu'on s'en est pas débarrassé complètement, mais il faut bien comprendre que pour comprendre le présent, ces modèles-là sont pas entièrement utiles. Ils sont un peu dépassés. Jean Gabriel avait parlé du catopticon, et vous en parlerez peut-être dans une minute, mais le panopticon qui était le renversement, l'idée du panopticon qui était brillant, c'était le renversement du spectacle, hein, n'est-ce pas? Donc l'idée de base, c'était que le pouvoir circulait d'abord d'une manière spectaculaire dans l'Antiquité. Ça veut dire quoi? Dans l'Antiquité, il y avait des arènes, il y avait des amphithéâtres où tout le monde se rassemblait pour voir une personne. Et c'était ça l'idée du spectacle comme modèle architectural de la circulation du pouvoir. Tout le monde se rassemblait dans l'amphithéâtre pour voir le gladiateur, etc. Et ce que Foucault nous avait montré, mais en utilisant plus même un prof allemand, Nicolas Julius, qui avait donné des cours en 1827, il avait montré qu'en fait, l'architecture et les relations de pouvoir se sont inversées. Donc c'est plus tout le monde qui regarde une personne, mais c'est une personne au centre qui peut regarder les autres. Et c'était ça l'inversion. Et c'était brillant. Et on voyait ça dans la société du 19e siècle. On voyait ça. On regardait les images qu'il avait utilisées, par exemple, dans Surveiller et punir. Il parlait tout seul, ces images. On les voyait. On voyait la manière dont le pouvoir se retournait dans les prisons, dans les asiles, etc. Mais l'idée, c'est que il fallait y avoir quelqu'un au centre qui pouvait voir tout le monde. C'était très coûteux, en fait, le panopticon. Mais aujourd'hui, on n'est pas donc placé dans des cellules autour d'une tour centrale et on n'est pas placé forcément pour être visible à une personne au centre. On se jette sur l'écran. Et donc il faut repenser une architecture complètement différente de la circulation du pouvoir. Ce que je propose dans le livre, c'est vraiment le palais d'exposition, le palais de cristal. Il y a un artiste en particulier, Dan Graham, qui fait des constructions en verre miroité avec de l'acier. C'est très joli, mais ça reflète tout le monde. Tout le monde est devant, en train de prendre leurs selfies. Ça reflète les autres, tout le monde sont en train de se prendre en photographie, ça capte tout, mais ce n'est pas exactement la réflexion parfaite, hein, ça crée des distorsions, et je pense que c'est là où on se situe plus dans un endroit séduisant, où on se présente volontairement, avec toute notre joie, même avec nos hésitations, et voilà, donc il faut repenser l'architecture, parce que si on pense qu'en fait on est dans une société panoptique aujourd'hui, ou si c'était la discipline qui fonctionnait, on aurait on essaierait d'aller dans des directions pour limiter le pouvoir, par exemple, que je ne pense ne sont pas utiles aujourd'hui. On ne va pas pouvoir limiter de la même manière. Il va falloir inventer
des autres techniques aussi séduisantes et désirantes pour s'en sortir. Parce qu'on est trop pris par la séduction de ces mécanismes. Vous êtes aussi assez méfiant sur le concept de Big Brother, de George Orwell. En quoi ce modèle-là, aujourd'hui, qui est quand même souvent un peu une sorte d'évidence rappelée régulièrement, Oui, ben ça, vous semble complètement, pour le coup... Ouais, c'était un peu la base du livre. C'était vraiment la base du livre. C'était que j'adore 1984. C'est un livre vraiment brillant et prescient. Et quand on lit ça, écrit en 49, écrit en 49, c'est un livre, mais vraiment, il faudrait le relire chaque an. Je vous propose. OK. Mais au cœur de ce livre, la technique de Big Brother, c'était d'écraser les désirs. Et c'était vraiment ça, c'était d'écraser les désirs. Donc la vie de Winston, c'était une vie vraiment désagréable. Ça se faisait mal de se raser, les savons faisaient mal. Ils avaient éliminé l'orgasme. Il y avait le Anti-Orgasm Comité qui avait éliminé ça, tous les plaisirs. Il y avait des semaines de haine, il y avait des chansons de haine, il y avait tout. C'était tout figuré autour de la haine. Eh bien, aujourd'hui, on est complètement à l'opposé. On est sur les likes, voilà, on est sur les aimes. Et c'était ce renversement-là qui m'avait vraiment, poussé dans cette direction, de dire attends, non, il faut vraiment repenser ça, repenser l'idée d'un état de surveillance, parce que c'est plus l'État qui nous surveille, l'État il capte ça de Facebook, de Google, d'Amazon, et donc il fallait repenser ces manières de modéliser l'existence numérique. Est-ce que vous savez si votre livre a été lu aux États-Unis par les directeurs, les patrons des grands GAFA, etc. Est-ce que c'est un sujet qui est arrivé à leurs yeux, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils l'ont lu, est-ce que ça a suscité un débat, quoi, pour le dire un peu vite, ou ils sont au-delà de ça, enfin, je veux dire que la théorie des vous savez, c'est intéressant de voir un peu la réaction cette semaine avec la publication du livre, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus de circulation d'idées culturelles en France qu'il y a aux États-Unis. Il n'y a pas de France Culture aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas ça, il y a pas de chaîne comme ça, radio. Et il y a beaucoup moins de sections culturelles des journaux, voilà. Et donc il y a beaucoup plus de différences et de séparation entre le monde académique. PBS, Oui, un peu, ouais, mais il y a beaucoup plus de séparation entre la recherche, le monde des idées et le Jean-Gabriel, je voulais vous faire réagir au livre de Bernard Harcourt, La société de surveillance. J'allais dire, vous la surveillez vous-même depuis longtemps. Vous avez aussi beaucoup écrit justement sur ces évolutions, ces transformations, etc. Est-ce que ce concept de société d'exposition, pour vous, est une manière un peu d'éclairer aujourd'hui notre présent ? Bon, je crois qu'il faut dire que Bernard l'a évoqué tout à l'heure, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai écrit un livre justement sur quelque chose qui ressemble beaucoup. Et je dois dire que c'est avec un immense plaisir, parce que le livre n'a eu absolument aucun succès. J'avais peut-être une bonne attachée de presse, c'est possible. Je crois que derrière, il y avait un concept qui ressemble extrêmement fortement à ce que Bernard nous a présenté là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien continuer à discuter de ce genre de choses ultérieurement. Donc, quelle était l'idée ? C'est que nous passions d'une logique de surveillance, au sens étymologique, à une logique de surveillance. Donc, le concept de surveillance, je l'avais pris d'un technologue américain qui s'appelle Steve Mann, qui est un spécialiste d'informatique vestimentaire et qui équipe ses étudiants avec tout un tas de capteurs. Et il a dit, aujourd'hui, ça change complètement parce que tout le monde va pouvoir prendre de l'information. Et lui, c'est un militant de la surveillance. Et j'ai eu des très bons rapports avec lui d'ailleurs, mais je suis absolument pas d'accord sur le fond. Parce qu'il dit, c'est formidable parce qu'on va vivre dans une société de transparence totale. Au début du web, vous vous souvenez, il y a eu cette chose extraordinaire, c'est que les choses étaient gratuites.
Et c'était, vous voyez, il faut vous souvenir, hein, C'est l'utopie fondatrice de Net, d'ailleurs. C'est l'utopie. Et il faut se souvenir qu'en France, la télématique marchait très bien, les réseaux, on savait très bien faire. Hein, et on avait Minitel, hein, et c'était très en avance sur le web. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des phénomènes un tout petit peu curieux. Bon, d'abord, le web a été inventé en Europe, hein, mais ensuite, aux États-Unis, il y avait une dérégulation. Il y avait des bandes de conduction qui étaient libres sur les réseaux. Et à ce moment-là, donc, on a laissé le web se développer. Mais on ne savait pas quel était le modèle économique. Et donc, en France, les gens, ils étaient très contents parce qu'ils disaient « Ah ouais, nous, on a les télécoms, on sait facturer, effectivement. » Et là, on ne savait pas facturer. Et là, ça a été quand même extraordinaire. C'est qu'au départ, comme c'était gratuit, donc il y avait une alliance des libertaires d'un côté et des libéraux de l'autre. La question, c'est comment rentabiliser le gratuit. Et ça, c'est le côté génial, c'est de dire on va mettre de la pub. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers réseaux, des premiers moteurs de recherche, hein, c'était un peu comme, peut-être certains se souviennent, hein, dans les salles de cinéma, vous vous souvenez, avant, il y avait un rideau de scène avec des publicités. Bien sûr, on était complètement perdus. Mais là, c'était la même chose sur les moteurs de recherche. Vous aviez plein de publicités partout. Et on ne voyait rien du tout. Et des gens comme Google ont compris qu'il fallait faire une publicité presque invisible d'abord, et qu'elle soit ciblée. Et c'est ça l'origine de la recommandation. Et c'est ça, quand on nous parle de masse de données, l'idée c'est ça, c'est que pour faire ça, il faut s'adresser à chacun. Et bien sûr, ça veut dire quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'il faut susciter le désir, parce que c'est à partir de ça qu'on va gagner de l'argent. Et donc le renversement, c'est pour ça que je parlais de voir et pouvoir, c'est que dans une société classique, hein, telle que nous la présente Bentham et telle que va la décrire Foucault, c'est celui qui voit qui a le pouvoir. Tandis que là, c'est celui qui est vu. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que Google a du succès? C'est que comme il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de visites, et donc ils vont pouvoir rentabiliser la publicité, surtout s'ils arrivent à cibler la publicité sur chacun, parce qu'ils vont pouvoir vendre la publicité très chère. C'est pour ça que cette notion de recommandation est extrêmement centrale. Pour reprendre un autre terme, hein, on est un peu dans une société dans laquelle on est pris par son désir. Alors, il y a un très beau terme que j'aime, c'est un technologue américain qui s'appelle Jaron Lanier, peut-être que vous le connaissez, hein, il dit c'est un peu comme le chant des sirènes. C'est-à-dire que c'est un chant si suave que l'on ne peut pas résister. Sauf Ulysse, hein, mais bon, il faut être très rusé pour ça. On parlera peut-être de la ruse après, hein, la ruse d'Ulysse, hein, justement, qu'il faudrait avoir dans le futur. Mais donc, effectivement, hein, on est attiré parce que la gratuité, comment vous pouvez résister au gratuit? Vous n'avez rien à faire, vous allez sur le web, c'est facile. Hein. Le problème, c'est que vous êtes complètement piégé par cela. Alors pour le résumer, et puis après je vais laisser la parole, hein, on peut dire que nous étions, hein, vous savez que pour faire avancer les ânes, il y a deux façons. Il y a la carotte et le bâton. Alors, on était avec, hein, pour résumer, dans la société de surveillance, qu'a très bien décrit tout à l'heure Bernard, qui est celle d'Orwell, hein, c'est la société du bâton, hein, la société pénible, la société... Hein, et bien aujourd'hui, on est dans la société de la carotte. Hein, on est mené par notre désir. Et ça, c'est extrêmement difficile d'y échapper, parce que bien sûr, hein, nous avons... Nous souhaitons effectivement assouvir tous nos désirs, surtout qu'on est quand même des générations qui ont suivi 68, hein, et on est dans cette lignée. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont fait 68, qui ont fait tous ces outils. Donc, en tout cas, merci. Je vais remercier quand même Bernard, parce que je trouve que, pour moi qui avais travaillé là-dessus, c'est-à-dire que je retrouve tout un tas de choses. Alors après, on pourra discuter sur certains points, mais je trouve qu'on est vraiment dans la même lignée. Je pense vraiment, hein, que 1984 est vraiment derrière nous, du moins le roman d'Orwell est derrière nous, la société de surveillance est derrière nous. Il y a de nouveaux enjeux, ce sont des enjeux politiques majeurs pour le futur, et si on ne prend pas conscience de ça, on ne pourra pas s'en affranchir, et on ne pourra pas trouver les stratégies qui sont nécessaires pour arriver à maîtriser cette nouvelle domination. Merci. Avant de relancer la discussion, parce qu'il y a plein de questions qu'on a envie de vous reposer à vous tous, je vais donner la parole à Asma Mala, quand même, qui aussi, au nom de ses compétences, j'allais dire, très précises sur le sujet, notamment l'économie des plateformes, vous avez une vision plus sur l'économie en tant que telle. Qu'est-ce que ce concept de société d'exposition inspire dans votre propre travail ou votre réflexion sur le sujet? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour démarrer ma propre démonstration, je garderai le mot de transparence qui a été beaucoup partagé par Jean-Gabriel et Bernard.
Pour commencer, c'est de se poser la question, la transparence de qui ? Et en réalité, c'est notre transparence à nous, utilisateurs, à nous, usagers, à nous, individuels, personnes individuelles, par rapport à qui ? Ces nouvelles formes de pouvoir dont on parle, par rapport à ce qu'on appelle les métaplateformes. Donc on a les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. On a à peu près de façon symétrique, et géopolitique d'ailleurs, les BATX, qui sont absolument les pendants chinois, et qui, eux, en revanche, sont tout sauf transparents. Et on a donc une invisibilisation de leur pouvoir, leurs algorithmes, qui sont justement ces arbres de décision qui organisent la donnée. On a peu parlé de la question de la data, de la donnée, qui est en fait au centre des nouveaux modèles économiques et qui sont au centre de ces nouvelles formes de pouvoir. Donc, eux sont complètement invisibilisés ou s'invisibilisent. Et en effet, par le truchement de la question du désir, en réalité, qui est en fait un désir qui est de plus en plus aussi contraint. Et c'est ça que j'aimerais aussi dire, c'est-à-dire que c'est un désir qui est contraint d'abord par la pression sociale, la réciprocité. On like, donc on est obligé, on se sent obligé de reliker, d'accepter des notifications, de répondre en permanence. Il y a aussi la contrainte finalement pratiquement légale. Les CGU, vous savez, les énormes conditions d'utilisation qu'on utilise, en réalité, remplace la loi qui est en fait basée, en tout cas en Europe, sur le droit social. Et finalement, la CGU, c'est quoi ? C'est seul face à l'écran, seul dans un rapport de dissymétrie totale avec ces métaplateformes, dans un rapport quasi d'allégeance finalement, où la CGU devient la loi. Or, la CGU, elle, les conditions d'utilisation, elles, sont rédigées non pas par l'État, mais par les plateformes. Et donc, il y a l'ensemble de ces contraintes-là. Je rajouterai aussi les enfermements spatiaux, c'est-à-dire que vous parliez de l'utopie initiale d'Internet, qui était un Internet libre, gratuit, l'économie de la connaissance, une espèce de progrès technologique. Mais là où on a perdu le fil, c'est qu'en fait, le progrès technologique devait être accompagné d'un progrès social. Là où en fait, le progrès technologique se suffit finalement aujourd'hui à lui-même. Et c'est totalement déconnecté de toute forme de progrès social en réalité. Et là où en fait, initialement, on avait cette fameuse utopie de liberté, d'ouverture et de connaissance, en réalité, on arrive à des enfermements où Internet est aujourd'hui réduit à quelques plateformes, à quelques applications, et qui finalement captent la connaissance et qui en font un capitalisme cognitif, de captation. Et quand on regarde le nombre de brevets qui sont aujourd'hui déposés, les GAFA sont absolument en tête. Et donc il y a une marchandisation même de la connaissance. Outre l'économie de l'attention d'ailleurs, c'est aussi l'économie de la connaissance dans laquelle on entre aujourd'hui et qui est totalement captée par ces métaplateformes. Et donc pour revenir sur la question des nouvelles formes de pouvoir, on parle beaucoup des métaplateformes, les fameuses GAFAM. Mais la question, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est en parlant de leur pouvoir, ça soulève aussi la question de ce qu'est en train de devenir l'État, qui aurait pu être un contre-pouvoir à ça en tant que régulateur. Or, aujourd'hui, on voit une dilution pure et parfaite de l'État social, qui est en fait, parce qu'il est pris en otage de cette infrastructure en fait, informationnelle de la donnée qui est essentiellement captée par les métaplateformes, parce qu'il n'a pas les compétences, parce qu'on a aujourd'hui des États qui sont exsangues, qui sont en crise identitaire très forte, parce qu'on a des États qui sont aussi parfaitement pris et partie prenante de l'idéologie néolibérale d'aujourd'hui qui se joue, n'ont pas pris en fait l'ampleur de leur rôle de régulateur. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en 2018 à Paris, il y avait le sommet de la gouvernance d'Internet. Et Macron avait parlé de ce nouveau concept qui a fait assez peu de bruit et qui m'avait étonnée justement, de co-régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne régule plus seul, il co-régule avec Facebook, avec Google, etc. Et les GAFAM sont absolument de toutes les tables rondes, des discussions, des négociations avec l'Union européenne sur le copyright, sur l'évasion fiscale avec l'OCDE. Et donc en réalité, ils deviennent co-régulateurs et co-auteurs de la loi. Et ça devient un énorme problème politique, démocratique, et on voit en fait un glissement de la question de la souveraineté, où on passe finalement d'une souveraineté étatique régalienne qui était claire à une fragmentation des souverainetés, où les GAFAM
préempte en fait le territoire de la souveraineté fonctionnelle. On va trouver un job sur LinkedIn, sur Google, sur Facebook. On va s'informer, donc politiquement, démocratiquement, aujourd'hui sur Facebook, tous les débats sur les fake news, les hate speech, etc. On a un Facebook qui sort une crypto-monnaie, on a un Facebook qui lance sa propre cour d'appel pour gérer en fait l'ensemble des recours suite à des censures, etc. Et on a un État qui est dans une crise identitaire fondamentale et qui donc se replie sur la sécurité et l'ultra-sécuritaire finalement. Et c'est ce qu'on voit en fait en France aussi. C'est-à-dire qu'on a une surprésence de la police, on a une surprésence de projets de loi pour chaque anecdote, pour chaque vitre cassée, etc. Et finalement, on a cette souveraineté territoriale sur laquelle se replie l'État de droit aujourd'hui pour s'auto-légitimer finalement. Et c'est ça aussi les nouvelles formes de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une gouvernance à deux têtes, et ce n'est pas du tout un flux ou un flou institutionnel. En réalité, c'est une nouvelle répartition du pouvoir entre États occidentaux qui s'acoquinent et qui sont dans une forme de continuum finalement idéologique avec les métaplateformes, qui, soi-disant, sont libertariennes et qui, en réalité, ont besoin de l'État pour précisément tenir la partie sécuritaire, parce que fonctionnant sur le désir, la fonction de coercition doit rester à l'État. On ne peut pas à la fois faire jouir et punir. Et donc ça s'est réparti, de mon point de vue, ça s'est réparti de façon assez naturelle entre les deux, amenant les États finalement, ou les métaplateformes, à se comporter comme des États. Zuckerberg qui refuse tel entretien avec le Sénat, telle convocation, enfin, de façon très à l'aise. Et puis, nos présidents à nous, ou nos chefs de gouvernement à nous, on parle de techplomatie avec un ambassadeur aujourd'hui qui est dédié à la Silicon Valley, aux GAFAM danois. On parle de co-régulation. Et donc, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est outre le pouvoir finalement des métaplateformes, quel est finalement le rôle de l'État, qu'est-ce qu'on entend par l'État? Et en fait, ce n'est pas du tout un sujet qui est technologique. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est politique et qui est démocratique. C'est quel État on veut, quels sont les nouveaux contours de l'État, quelle définition collective, et non pas individuelle, mais collective, on donne à l'État. Et quelle régulation? Aujourd'hui, sur les questions d'antitrust, on est encore sur la vieille doxa qui fonctionne en fait sur la question des parts de marché, des barrières à l'entrée, enfin ce qu'on apprenait dans les années 80-90. Or, aujourd'hui, la donnée est la clé du pouvoir. La donnée est la clé de la création de valeur. Donc, en réalité, la doctrine de régulation doit peut-être s'infléchir et aller vers comment comprendre et appréhender la question de la donnée. Est-ce que peut-être la concurrence peut être comprise par les points de contact et par les traces numériques qu'on laisse. Et aujourd'hui, en Europe, on commence à se saisir de ces questions. C'est ce que j'allais vous demander. Vous n'avez pas l'impression que les États européens, l'Union européenne, avaient un peu commencé à réfléchir un peu à ces enjeux-là? Même en France, ils essayent de défendre, d'attaquer Google. Oui. La question n'est pas d'attaquer, la question n'est pas de limiter, la question n'est pas forcément de démanteler, parce que si on démantèle quelque chose de gros en petites particules, mais qu'on ne comprend toujours pas comment fonctionne un algorithme, ça ne sert strictement à rien de démanteler. Si c'est pour remplacer un gros problème par 10 petits problèmes, je ne vois pas l'intérêt. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'État peut s'équiper de compétences qui sont aptes à comprendre que en fait, les modèles d'affaires ont fondamentalement changé et qu'aujourd'hui, la valeur, c'est l'IA. L'IA a besoin de données pour s'éduquer. L'intelligence artificielle. Les algorithmes ont besoin de données pour s'éduquer, pour comprendre, pour s'améliorer. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait rentrer dans comment fonctionne en fait une plateforme, mais ça fonctionne en fait par effet de réseau. Donc le modèle même des plateformes économiques est basé sur la domination et sur le monopole. L'effet de réseau fait que vous n'allez sur Facebook que parce que vous êtes sûr de trouver tout le monde. S'il n'y avait que 10% de vos contacts, vous n'iriez plus sur Facebook. Donc en fait, naturellement et par le modèle économique même des plateformes, il y a des effets de réseau qui se créent. En anglais, on dit « the winner takes all ». Donc le premier qui arrive, c'est le premier qui rafle la mise en fait. Et on le voit dans les rounds de levée de fonds. De plus en plus, on a même une déperdition d'innovation parce que la première question qu'on pose aux innovateurs, aux entrepreneurs, c'est « mais si Google le faisait, quelle serait votre réponse ?» Et donc, en fait, on finance de moins en moins les startups, en fait, même par rapport à ça. Parce que si Google ou si Facebook viennent sur cette niche-là, la valeur de l'entreprise diminue drastiquement. Donc, en fait, il y a même des freins à l'innovation. Mais il faut absolument comprendre comment ça fonctionne. Et donc, par ces effets de domination,
par ces effets de fixation de la concurrence. L'entrée n'est pas la part de marché, parce qu'elle n'a plus de sens aujourd'hui, par ces effets de réseau-là. Mais le point d'entrée, ça va être de comprendre la donnée par les points de contact qu'on a avec les utilisateurs. Et on y arrive petit à petit en Europe en tout cas. Les États-Unis de plus en plus s'inspirent aussi des réflexions d'un point de vue légal sur ces questions-là. Et aujourd'hui, un des éléments qu'on a sur la table, c'est de dire est-ce que toutes ces métaplateformes ne devraient pas mettre à disposition gratuite leur catalogue de données aux administrations, aux associations, aux startups, pas forcément concurrentes, justement pour ouvrir le champ des possibles et ouvrir les marchés et les désengorger un tout petit peu, quoi. Merci. Justement, je voulais faire réagir Bernard Harcourt. Vous mettez en avant une idée intéressante, je trouve, dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, tous les théoriciens, disons, de la démocratie, des politistes, pour le dire un peu très vite, qui réfléchissent justement à la question de la démocratie, sont complètement sourds à ces enjeux-là, comme si la question de la surveillance, etc., n'était pas prise en compte dans leur cadre théorique et global, comme les économistes ont longtemps négligé la question climatique. Par exemple, on a souvent dit que les sciences économiques avaient complètement mis de côté cet enjeu-là. Et donc, j'ai l'impression que aujourd'hui, ce que vous invitez à faire, c'est que justement inviter aussi les théoriciens de la démocratie, et ce que vient de nous dire notre invité, il invite directement, c'est à réfléchir globalement à cette question-là dans un cadre plus général de la renouvellement de la démocratie qui est devenue aujourd'hui une sorte d'obsession absolue dans le monde entier. Oui. Les théoriciens de la démocratie se sont jamais vraiment penchés sur les questions carcérales à l'époque carcérale. Et j'ai l'impression que trop souvent, ils ignorent l'importance de ces questions de surveillance et d'exposition aujourd'hui aussi. Et je crois bien que ces questions d'économie politique sont centrales parce que c'est vraiment là où les relations de force se présentent. Vous avez parlé de la marchandisation de la connaissance aussi, mais il faut aussi bien comprendre qu'on est dans une société de consommation aujourd'hui. La France, les États-Unis, nous ne sommes pas des sociétés de production comme nous l'étions avant, nous sommes des sociétés de consommation, et que ce fait-là va avoir des effets extraordinaires dans ce domaine parce que la consommation, ça va fonctionner à travers le ciblage, les annonces, et donc tout ce contexte des données qui sont tellement importantes, ça devient le matériel brut, la source primaire la plus importante pour faire fonctionner une société de consommation. Voilà. Et je crois que, exactement, si on ne s'attarde pas sur ces questions-là, on ne va jamais pouvoir s'en sortir, parce que c'est les business models qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer de modifier, de révolutionner d'une manière ou d'une autre. Et c'est les enjeux qui motivent en fait toute cette société d'exposition. Alors avant de passer justement la parole à la salle, peut-être là-dessus quand même, je sais que c'est difficile d'y répondre de manière simple en 2 minutes, mais comment on s'en sort, quoi. Ce serait quoi la stratégie de désobéissance dont vous essayez de vous parler un petit peu à la fin du livre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête d'aller sur Instagram, sur Twitter, j'en sais rien, et de donner des pistes, disons, au-delà de la lucidité réflexive à laquelle vous nous invitez, et c'est déjà beaucoup, on est d'accord. Oui, dans le dernier chapitre, j'essaye de catégoriser un peu les différentes réponses, parce qu'il on peut les penser un peu en groupe quand même. Il y a certaines personnes qui nous poussent à la protection de la vie privée à travers des PIMS, le serveur, l'utilisation d'un serveur privé ou l'utilisation d'autres plateformes, aller sur Tor ou bien d'utiliser des emails sécurisés. Donc il y a tout un effort de se protéger. Moi, ce côté-là, ça me semble dangereux parce qu'on voit toujours dans ce contexte-là que les puissances gouvernementales et commerciales arrivent quand même à rentrer dedans. Donc, il y a la FBI sur Tor, donc je veux dire, et si on pense qu'on va pouvoir échapper à la visibilité commerciale et gouvernementale, là, ça devient encore plus dangereux, il me semble. Donc, de l'autre côté, il y a tous les efforts de
rendre le monde plus transparent d'une manière un peu plus égalitaire. Donc ça, c'est en fait tout le WikiLeaks, Snowden, Assange et tout ça, c'était un effort vraiment de rendre transparent, et aussi la surveillance aussi, hein. C'était tout ça, de rendre le monde transparent d'une manière d'essayer d'égaliser un peu les relations de force à travers ces manières-là. Mais il me semble qu'en fait, et puis il y a d'autres directions, mais il me semble que c'est vraiment dans la conception propriétaire de ce qu'est ce nouveau domaine des données qu'il va falloir essayer de trouver des solutions. En d'autres mots, il y a beaucoup d'initiatives, j'invente pas ici, il y a beaucoup d'initiatives de penser à des manières de privatiser les données ou de quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit nécessairement promettant, parce que les relations de force économiques sont telles que nous, petits individuels, n'auront pas vraiment de force contre tout ce GAFA, NSA et toute cette économie politique de ça. L'autre solution, ce serait d'essayer de créer un commun de toutes ces données et d'essayer de les gérer en commun. Donc d'essayer de créer un monde autour de ces données qu'on trouve plus raisonnable, accessible, voilà. Mais ça, il faut bien comprendre qu'il faudrait presque une révolution pour faire ça. Oui. Hein, c'est pas simple. Hein, c'est toute une transformation d'une économie politique qu'il faudrait faire là, et ça va pas se faire simplement avec une petite loi. Non, c'est vraiment exigeant. C'est révolutionnaire. Et là, c'est ça qui craint le plus, et c'est là où j'ai terminé le livre originellement, c'était avec cette citation de Deleuze et Guattari. Vous savez, on ne fait pas la révolution par le devoir, on le fait par le désir. Et on se trouve dans un contexte où le désir, ça nous penche plutôt vers de jouer sur mon iPhone que de faire la révolution. Voilà. Et donc c'est là où vraiment le piège, on se trouve, je pense. Si vous voulez interpeller nos invités, exposez-vous, allez-y, c'est le moment. Voilà, c'est parti. Alors, monsieur et après Corinne. Il y a un petit micro ou est-ce qu'on s'entend? Ok. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup, chers orateurs, pour ce débat très intéressant. Ma question va paraître peut-être un petit peu simple. Vous avez touché le sujet sur la fin, Bernard Harcourt. Je voulais savoir, elle s'adresse à vous tous, que pensez-vous des instruments juridiques de contrôle tels que RGPD et consorts comme outils de contre-pouvoir? Quelle est leur puissance? Je peux commencer, puis ensuite je passe, hein, ouais, c'est ça? Sûr, ouais. Ouais. Alors, moi je fais beaucoup d'allers-retours New York-Paris. J'arrive à Paris avec mes ordinateurs et mon iPhone en m'exposant partout et tout ça, et tout d'un coup je reçois une vague de demandes de consentement, et j'essaye de voir ce que c'est que les consentements. Donc j'y vais, j'essaye d'éliminer un peu les cookies. En fait, si on ne veut pas consentir, on ne va pas avoir accès au website. Si on veut se protéger, il faut aller à 15 tiers parties pour voir leur propre truc chouette. Ouais. Et en plus, alors le meilleur, ce que je viens de recevoir, le meilleur que j'ai reçu là, c'était je voulais prendre un article du Economist. Il y a 2 jours, parce que j'avais vu quelque chose de très intéressant sur Twitter. Alors, je suis allé pour aller sur l'Economist, et j'ai essayé donc attendez, et c'était fascinant. J'essayais d'éteindre les cookies, et ce qu'on m'a dit, en fait, c'est qu'on ne pouvait pas éteindre
les cookies parce que pour opt-out, il fallait avoir les cookies pour que eux, ils sachent qu'on est en train de opt-out. J'allais vous le lire, j'ai pris une photo, mais c'était parfait, c'était vraiment parfait. Alors j'essayais de opt-out, mais en fait, il fallait avoir les cookies pour qu'ils sachent que je opt-out. Alors bon, ouais. Catch-22, exactement. Bon, mais je passe. Peut-être qu'il y a plus sanguin. Pas tellement plus d'éléments de fond, mais non, le RGPD, en réalité, oui, c'est la question du consentement, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est en fait des droits, enfin, c'est des rapports de pouvoir absolument dissymétriques, on est seul face à son écran. La philosophie du RGPD, initialement, c'était le consentement libre et éclairé. Or, ce que vient de dire, d'expliquer, de rappeler par son expérience personnelle Bernard, c'est que c'est absolument ni libre ni éclairé, parce que si on n'accorde pas, si on n'obtine pas, finalement, on n'a pas d'accès à l'information, au site, aux services, etc. Donc il y a déjà la question du libre arbitre, finalement, mais ce n'est pas là où le RGPD est intéressant. Le RGPD est intéressant dans la possibilité qu'il donne à faire des class actions contre les mauvais joueurs. Et c'est déjà le cas. Il y a déjà un certain nombre de procès en fait, qui sont en cours au niveau européen, qui sont entrepris par des associations type la Quadrature du Net. Et c'est là où le RGPD peut être intéressant. Donc c'est absolument pas dans les usages, c'est absolument pas du tout dans la collecte de la donnée ou pas, parce que finalement on passe son temps à accepter pour lire l'article, etc., ou envoyer son mail. Mais ça donne derrière des recours à des watchdogs de faire leur travail et donc de lancer des recours. Et il y en a déjà qui sont en train d'être gagnés d'ailleurs. Attends, j'ai trouvé le email. Puisqu'on est à Columbia, je vais le lire en anglais parce qu'il est venu en anglais. Your browser is currently blocking third-party cookies. Many companies use third-party cookies to remember that you have opted out. So you will need to enable third-party cookies if you want all of the opt-outs on this page to work. Ça, c'était pas mal, j'ai trouvé quand même. Hein? Ça, c'était pas mal. C'est incroyable. Corinne. Oui, alors... Juste sur le RGPD. Non, juste très rapidement. Hein, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le RGPD. Au départ, la CNIL en France était très motrice sur le RGPD. Et ce qui est intéressant, c'est que les principes qui sont ceux de la CNIL et qui ont été en partie repris par le RGPD sont les principes de finalité et de proportionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on rassemble des données, il faut qu'on sache dans quel but on veut les rassembler. Et proportionnalité, ça veut dire qu'il y a une durée de péremption. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit proportionnel à l'utilisation qu'on en fait. Paradoxalement, ces deux principes sont orthogonaux à ce qu'on appelle aujourd'hui le traitement des masses de données, les big data, puisqu'on rassemble toute l'information et on ne sait pas au départ quel est l'objectif, et ensuite on fait du partage de données. Et le partage de données, ça veut bien dire que ça ne peut pas être proportionnel, mais ça veut dire qu'on prend toutes les données sans savoir à quoi on les utilise. Donc ça part de quelque chose de contradictoire. Alors, on en a fait un règlement, et je ne sais pas parmi vous qui a pu le lire. Ma voisine, qui est prof à Sciences Po, elle a dû le lire. Mais, avec difficulté. Et voilà. Moi, je ne suis pas juriste. J'ai essayé avec beaucoup de bonne volonté. Je dois dire que j'ai eu du mal. Hein, et pour moi, bien sûr, je suis logicien de départ, de formation. Donc, il y a une règle. Alors là, c'est juridique. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a des exceptions aux règles, il y a des exceptions aux exceptions. Hein, et il y a des cas particuliers. Et quand on demande aux juristes, ils disent « Oui, mais c'est pas grave parce que... » on va adapter les choses en fonction de l'usage. Ça veut bien dire que c'est un règlement qui pose énormément de problèmes en tant que tel. Alors, dernier point, puis il y aurait beaucoup à dire dessus, mais juste un point. Je me suis rendu compte que, théoriquement, ça protège les données personnelles. Vous êtes d'accord ? Je trouve que ma femme est médecin. Et un jour, elle me dit, écoute, j'ai un problème. Quand on tape mon nom de jeune fille avec docteur, eh bien, qu'est-ce qu'on ressort ? Et automatiquement, Google voit qu'elle est mariée avec moi. Et à ce moment, on ressort une fiche personnelle avec mon numéro de téléphone personnel et mon adresse personnelle. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il se trouve que je suis auto-entrepreneur, et donc bien sûr c'est personnel. Et l'État français, qui pourtant a promu la RGPD avec la CNIL, eh bien il vend toutes vos données.
Et si on demande à la CNIL, personne ne répond. Abonné absent. Donc en réalité, on croit qu'on est protégé par le RGPD, on croit qu'on est protégé par la CNIL, on croit qu'on est protégé par l'État français, et en réalité, comme vous le disiez tout à l'heure, on est effectivement dans des États qui ont signé des accords avec ces grands acteurs et qui, bien sûr, ne protègent absolument pas. C'est vrai. C'est un exemple. Du coup, il y a un exemple qui est encore pire par rapport à ça, c'est le méga fichier TES, où là, on va faire on a déjà constitué un grand fichier qui consolide l'ensemble des données des Français, 65 millions de Français, notamment avec les données biométriques et la photo. Et donc, quand on parle de respect de la privacy, de la vie privée, mais qu'en réalité, l'État lui-même est en train de prendre ou de placer, de mettre en place les premières briques d'un flicage ou d'une surveillance, disons, de masse, massive, avec le fichier TES, donc, qui a été validé par le Conseil d'État en fin 2018. Quand on voit les expérimentations actuellement sur la reconnaissance faciale par l'État, on se pose quand même quelques questions sur la question de la privacy, de la surveillance et de l'état de droit. Quand même. Corinne. Oui, rapidement, moi je voudrais revenir à la notion de désir, parce que c'est le cœur du problème et peut-être de la solution. Et autant la notion d'exposition, société d'exposition ou de sous-surveillance me semble tout à fait pertinente, majeure, autant associer le désir à ça, ça me semble problématique. Parce que le désir, c'est quand même l'altérité, la surprise. Là, c'est plutôt, même pas la pulsion, une sorte de séduction. Et on sait bien qu'on se lasse dans finalement des objets de séduction qui sont interchangeables. Deuxièmement, il y a quand même, vous êtes foucaldien, vous savez à quel point le processus d'autosubjectivation est la condition d'une réponse libre à tous nos problèmes. Donc, ça implique la préappropriation de nos désirs. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, pour se réapproprier leurs désirs, enlèvent beaucoup de choses. Et ça va de pair avec la prise de conscience d'une société qui ne sera plus bientôt une société d'abondance, mais peut-être une société de crises multiples, notamment écologiques, et une société où peut-être devient désirable plus de sobriété. Alors, du coup, est-ce que... moi, je pense qu'il ne faudrait pas mettre ce beau mot de désir, qui implique l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas, à ce processus-là qui nous enferme, alors même que, justement, peut-être que les questions que nous pose, et que vous connaissez évidemment infiniment mieux que nous, le numérique, sont un peu les mêmes que les questions que nous pose la crise écologique, qui est aussi une crise de la subjectivité, comme disait Guattari, et pas seulement une crise des ressources, et la crise de la démocratie, qui est aussi une crise liée à notre difficulté à penser la conflictualité, c'est-à-dire l'altérité, c'est-à-dire la surprise, c'est-à-dire... Et donc voilà, donc du coup, parce que moi je suis très sensible à tout ce que vous avez dit, mais pour les pistes dont certaines interrogent le volet anthropologique de ces questions, c'est vraiment la question du désir. Et c'est parce que peut-être les gens s'ennuient, n'ont plus confiance en eux, il n'y a plus de convivialité, qui s'adonnent autant que cela à cette exposition. Et de fait, et je finirai par ça, quand on est bien, qu'on va à la campagne, ou qu'on a de la convivialité, qu'on a d'autres amis, on n'a pas tellement envie de s'exposer sur le net. Ou en tout cas, on l'a moins. Et il y a actuellement, alors il y a peu de personnes comme ça, ceux qu'on appelle les simplicitaires, qui ne sont pas des gens qui sont à la bougie, mais sont des gens qui ont compris que dans une société comme la nôtre, aussi pour anticiper la crise du chômage, la crise du travail, la transformation du travail qui implique l'ère numérique et qui implique aussi les questions écologiques, il faudra changer notre rapport au monde, à soi-même et aux autres. Ça, c'est très foucaldien. Donc voilà, donc je n'ai pas vraiment de questions, mais vous lancez cela aussi. Parce que moi, personnellement, comme tout le monde, je suis addict un peu, mais néanmoins, je me trouve mieux quand je suis en dehors de tout ça, et que les personnes qui passent leur temps à chercher des likes, moi, je les trouve très pathétiques. et pas désirables. Voilà. Donc je dis juste, c'est ça. Cette question, il faudrait peut-être inventer un autre mot que le désir. Alors, juste ça, je crois que votre intervention suscite beaucoup d'intérêt. Alors, mesdames, là, ok, le micro. Anne Gaillet-Turner, écrivain, traductrice, un peu philosophe aussi. Oui, je suis très sensible à l'intervention. Depuis le début, moi je trouve un peu, sans vouloir, j'apprécie beaucoup les échanges ici, mais pour moi, désirer, c'est persévérer dans son être, comme pour citer Spinoza.
Et je ne crois pas qu'on est passé quand même avec cette société du spectacle, qui reste du spectacle, et qui pour moi, aujourd'hui, s'il y avait une métaphore possible avec la littérature anglo-saxonne, ce serait plutôt Brave New World, Aldous Huxley, que je viens de relire. Et je crois que les sauvages sont debout et qu'il n'y a pas de désir. Le désir de persévérer dans son paraître, dans son narcissisme, dans sa régression, c'est juste rien. Donc, je pense que depuis très longtemps, il y a des gens ont échappé à la télévision, à cette espèce, comme dit la dame, d'addiction, à ce vide métaphysique et éthique terrible. Et franchement, ils préfèrent, comme je le vois de plus en plus dans la Grèce, que je connais beaucoup actuellement, avec la crise, les gens, ils sortent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais dans les quartiers, ils sortent, ils dansent les sirtaki, ils chantent, et tout va bien. Alors, liker, disliker, je dirais FU. Voilà, merci. Mademoiselle, derrière vous réagir aussi. Alors, tout d'abord, je ne veux pas être filmée. Merci. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Merci. Ça, c'est ne pas être exposé. Moi, je voulais vous poser une question par rapport... S'il vous plaît, franchement. Moi, je voulais vous poser une question par rapport, en fait, à la réutilisation d'Instagram et d'autres GAFA par les milieux militants, en fait. Et du coup, la réutilisation d'un système basé sur le narcissisme qui, en fait, amène à l'éducation des gens autour des questions de la domination et du racisme, du sexisme et tout ça. Et notamment, beaucoup de communautés de mèmes, etc., qui tournent autour de ces questions de réflexion autour des structures de pouvoir et qui, du coup, amènent certaines personnes qui, dans une société comme la nôtre, ne peuvent pas forcément s'éduquer sur ces questions-là, liées au fait que l'université n'est pas forcément pour tout le monde, accessible à tout le monde, même en France. Et il y a cette question-là, du coup, qui passe beaucoup par Instagram. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, même si on sait très bien que c'est limité par les politiques de suppression et de censure d'Instagram avec Sesta Fosta et la future loi Avia en France. Et l'autre question, c'était à propos des Gilets jaunes et du rôle de Facebook dans les Gilets jaunes aussi, parce que ça a aussi permis des fois de se rassembler, même s'il y a une surveillance, malgré tout, il y a quand même moyen encore de rassembler aujourd'hui à travers Internet avec l'ancien idéal de make world better again, great again. Enfin non, mais en tout cas, genre open source, connaissance et tout ça. Et en fait, on peut avoir accès à ça si on en a envie et si on en a aussi les moyens, parce qu'en fait, Internet aussi recrée les dominations et les multiplie aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vais commencer quand même à entamer ça, parce qu'on va un peu dans deux directions différentes. L'une, c'est que peut-être que, en fait, que sur ces plateformes, il y a beaucoup de non-désir, de discrimination et de haine qu'on retrouve sur ces plateformes. Et de l'autre côté, c'est la question du désir, ou ce qu'on appellerait quelque chose de différent, de l'attraction pour une vie, pour des satisfactions, etc. Donc je vais les prendre séparément, je crois. Du côté d'abord du désir, je dirais, je voudrais pas montrer mon âge, mais oui, je trouve le monde non numérique très, très agréable. J'utiliserai pas, j'essaierai d'éviter d'évaluer, d'ajouter des jugements de valeur sur ces questions de désir et même de narcissisme. Je pense que quand on parle de narcissisme ou quand on parle d'exhibitionnisme, comme je disais avant, on est déjà en train de faire des jugements de valeur qui me semblent pas utiles dans ce contexte. Et il me semble que l'utilisation de la notion de désir avec laquelle vous nous présentiez, avec quand même ces jugements de valeur. Là, j'aimerais garder une notion de simple
vouloir être aimé, par exemple, ça me semble pas tellement négatif comme truc. Et je pense que c'est quand même cette notion de vouloir être populaire, de vouloir presque être des fois d'être une vedette ou quelque chose comme ça, qui fait partie vraiment de ce monde. Et bon, on peut s'en moquer, on peut dire que c'est pas vraiment de la bonne subjectivité ou quelque chose, mais bon, je crois que quand même c'est important, et pour les jeunes qui sont nés dans ce monde, c'est moins évident, il me semble, de penser aux moyens de simplement s'en sortir, de ne pas participer. Voilà. Ok, donc je retiens la notion simple de désir, il me semble, et de socialité qui va avec ces plateformes. Et d'autre part, la grande question, c'est quel est le rôle important donc de la haine et de la discrimination sur ces plateformes. Et on sait que ça les nourrit aussi. Quand on regarde les commentaires, par exemple, sur les blogs, etc., souvent ça marche à la négativité aussi. Pourtant, en fin de compte, quand on regarde les études que Facebook a fait ou que d'autres grands GAFA, etc., ont fait, il semble qu'ils essayent de pencher vers et d'essayer de pencher vers le désir et la positivité. Et donc, je ne sais pas s'il y aura une évolution étant donné tous les enjeux économiques éventuels. Mais Asma, est-ce que... Alors, je vais vous dire juste ce que vos questions, vos interventions m'inspirent en 4 points. Alors, la première, la question du désir, je ne suis absolument pas compétente, j'ai aucun background d'anthropologie. En revanche, la remarque qu'elle m'inspire, c'est la question de l'homophilie et des bulles de filtre. Et en fait, de l'enfermement sur soi et de ceux qui nous ressemblent, et des opinions qui sont les nôtres. Et c'est ce qu'on voit en réalité sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui a expliqué beaucoup d'effets pervers démocratiques, notamment lors de périodes d'élection, et qui sont parfaitement d'ailleurs instrumentalisés via du nudge, etc., par les algorithmes. Mais la question de l'homophilie est fondamentale, et elle est connexe à la question du désir, mais ce n'est pas exactement la question du désir, c'est le fait que sur les réseaux sociaux, on se rapproche, on amplifie, on relaie les gens et les informations qui nous ressemblent, et les opinions qui sont les nôtres ou qui sont proches des nôtres. Et ça, on le voit, et ça a été théorisé par Iser, donc les fameuses bulles de filtre ou les bulles sociales, on a traduit ça de façon diverse en français. Donc ça, c'est la première question, et elle pose une question qui est fondamentale, qui est encore une fois la question démocratique. Parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est d'autre que le débat contradictoire, entre autres choses? Or, si on ne parle et on n'est exposé qu'à soi, ou qu'à ceux qui nous ressemblent, en effet, on a des vrais problèmes. Et on l'a vu lors des élections avec Trump, on le voit lors du Brexit là, en Angleterre, on l'a vu aussi émerger ici, et ça va continuer à s'amplifier. Et derrière, en effet, c'est instrumentalisé, non pas par les campagnes politiques, mais par le marketing politique, qui aujourd'hui cible de façon très précise, finalement, les citoyens, par leurs opinions qu'on sait identifier, et donc on va leur servir le discours qu'ils veulent entendre. Et donc on va avoir un homme politique qui va avoir autant de discours politiques, d'ailleurs, que de cibles, Obama. Donc ça, c'est la question de l'homophilie. Donc je m'éloigne un peu de la question du désir, mais c'est ce que ça m'interpelle sur ce sujet-là. Maintenant, pour répondre aux différentes questions soulevées là, il y a plusieurs choses. La question du racisme ou de la discrimination, je la comprends par les hate speech, mais je la comprends aussi par les biais algorithmiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes ne sont rien d'autre que des codes, des arbres de décision qui sont construits par des hommes, par des êtres humains, qui ont donc une part de subjectivité. Et ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est en effet tout un tas de biais, de discrimination, femmes,
des origines ethniques, noires, arabes, peu importe. La question aussi de la classe sociale, les revenus, etc. Et on le voit de plus en plus, et ça s'amplifie et ça se généralise. L'IA, l'intelligence artificielle, les algorithmes devenant un peu le cœur aujourd'hui des modèles économiques, en effet, la question finalement de l'objectivité de l'algorithme, ou en tout cas la façon dont on construit les algorithmes, est au cœur. Et en réalité, en effet, ça polarise de plus en plus. Et aux États-Unis, c'est là où c'est vraiment précurseur, et il y a de plus en plus d'études là-dessus. Les services publics aussi, ou les services sociaux américains, en réalité, ont automatisé, y compris la police et la justice, commencent à automatiser un certain nombre de décisions qui, en réalité, excluent ou reproduisent des discriminations existantes, et donc les amplifient. Je crois qu'il y avait la question de la justice aussi prédictive, qui pose vraiment question. Une autre chose, vous parliez tout à l'heure du rôle de l'université. Pour aller encore au-delà, il y a la fameuse question de la littératie numérique, de la compréhension de l'économie de la donnée par tous ou par le plus grand nombre. Et l'enjeu sous-jacent qu'on voit aujourd'hui vraiment apparaître, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement en France, il y a 13 millions de Français qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas utiliser Internet. Quand on arrive sur des problématiques d'État-plateforme où tout est automatisé, ou pour payer ses impôts, pour avoir accès à Pôle emploi, à la Sécu, à la mutuelle, etc., il faut passer par un portail numérique. Quand on a autant de Français ou autant de citoyens qui sont à la rue, qui sont délaissés, laissés pour compte d'un point de vue des usages numériques, ça pose encore là une question d'exclusion et donc une question encore une fois démocratique. Et enfin, il y avait la question des Gilets jaunes. Et plus largement, en fait, de la question de l'irruption du réel. Quand on parle de Sirtaki, d'aller à la campagne, de Gilets jaunes, le régime de vérité, finalement, du monde numérique, c'est de dire que la donnée donne la vérité, dit la vérité, et que donc ce que dit la data est vrai. Et tout le régime qui s'est mis en place, c'est un régime finalement de gouvernance, et non pas de gouvernement, mais de gouvernance scientiste, donc qui est aujourd'hui absolument poussé, porté par la donnée scientiste, statistique, froide. Et donc nos complexités individuelles sont parfaitement réduites à une suite de chiffres, de nombres, de statistiques. Évidemment, ça facilite les prises de décision, ça les automatise. N'empêche que le réel reste là, et c'est peut-être une piste d'espoir finalement, que les Gilets jaunes, c'est une irruption du réel, que le Sirtaki est une irruption du réel, et que peut-être, c'est pas tellement perdu, parce qu'il y a ce qu'on fait en ligne et ce qu'on fait dans la vraie vie. Et la vraie vie ne disparaîtra tout de même pas. Oui, enfin, disons, 2 points sur le désir. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a 2 points qui sont importants. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, plus que le désir, j'ai parlé de la carotte, c'est-à-dire un objet de substitution. Et ça, je crois que c'est vraiment central. Et l'économie de l'Internet, du moins du web, fonctionne totalement sur ces économies, sur ces objets de substitution. Et donc, il y aurait certainement une analyse importante à faire là-dessus. Puis le deuxième point, qui est indirectement lié au désir, c'est le désir de reconnaissance. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement... qui est un moteur très très fort. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux fonctionnent là-dessus. Et les likes, l'exposition elle-même est générée par ce désir de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait que l'on va se montrer? C'est parce qu'on veut trouver une communauté à l'intérieur de laquelle on va pouvoir se mettre en valeur. Et donc il y a bien sûr cette tension qui peut exister, d'un côté se protéger, de l'autre côté s'exposer pour pouvoir exister. Et je pense que même chez les Gilets jaunes, il y avait quand même l'idée, d'abord la découverte du fait qu'ils pouvaient se reconnaître ensemble à travers les réseaux, et ensuite l'utilisation des médias pour avoir une reconnaissance sociale à l'intérieur de l'espace public. Alors ça va me conduire à mon deuxième point, très rapidement, c'est sur la notion de communauté. Je crois que ce sont des choses qui ont énormément évolué avec le web. Au départ, une communauté, c'est mettre en commun un certain nombre de choses. Mais c'est en même temps le fait que ce sont des gens qui, par leur proximité géographique, sont condamnés à avoir le même destin. Donc une communauté, c'était des gens différents, c'est-à-dire des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des malades et des bien portants,
donc qui avaient un devoir de solidarité. Or aujourd'hui, ce qu'on appelle communauté, c'est quelque chose de totalement différent. C'est le fait que des gens ont des communautés d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont le même objectif. Par exemple, tous les philatélistes utilisent Internet, et c'est formidable quand on est philatéliste. Ou quand on est, je ne sais pas, numismate, et il ne faut pas diminuer l'intérêt d'Internet, parce qu'on a dans les gens du monde entier, des gens préoccupés par la même chose. Et ça peut d'ailleurs, dans le domaine scientifique, être extrêmement positif. Mais je crains qu'on substitue une notion de communauté à une autre, et ça pose des problèmes éthiques majeurs, parce que la communauté au sens premier était vraiment tout à fait centrale. Plus généralement, il y a une notion que je trouvais intéressante, c'est la notion de réontologisation, c'est-à-dire que ce qui fait le tissu social, donc ce qui est essentiel pour l'éthique, est en train d'évoluer avec le numérique. On peut prendre l'amitié, on peut prendre la réputation, on peut prendre la confiance. Toutes ces choses évoluent de façon centrale. Et alors le dernier point, sans prendre trop de temps, c'est l'opposition entre public et privé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que cette notion d'exposition, je crois, est intéressante, c'est que l'espace public, c'est un espace de débat, c'est un espace où on peut échanger. Et alors souvent on nous dit, il n'y a plus de vie privée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qui relève de nous-mêmes va être dans l'espace public. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça qui se produit. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le privé envahit tout. Et c'est le public qui disparaît, c'est-à-dire la possibilité d'échanger. Le public, c'est le forum. Et ça, bien sûr, on ne le retrouve plus. Et quand on parle des boules de filtre, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on a des espaces privés, qui sont ces communautés qui en réalité ne sont pas le public, qui se déploient aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que ce sont des enjeux politiques majeurs, parce que c'est cette disparition du public au sens vraiment du forum de débat. Et d'ailleurs, on le voit, je pense qu'il y a énormément dans aujourd'hui la société contemporaine de radicalisation, de milieux qui sont extrêmement radicaux, mais qui n'échangent plus les uns avec les autres. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à se parler non pas, bien sûr, un consensus, mais dans un débat, dans un conflit, parce que le conflit est absolument nécessaire. Tu vas parler d'un dissensus, parler justement, l'éthique, c'est lié au conflit. C'est pas, mais c'est la capacité qu'on a d'assumer le conflit et d'aller au-delà. Et malheureusement, on a de plus en plus de mal à le faire avec Internet, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'au début, on parlait de l'agora planétaire, en fait, c'est pas du tout une agora, c'est l'opposé d'une agora. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques petites questions encore? Oui, c'est la notion de communauté qui me permet de rebondir. En fait, on assiste à la mise en place d'un nouveau lien social. Et dans le livre, il est beaucoup question de la disparition des limites de l'État, de l'économie, de la société. Donc, il y a un nouveau tissu social qui se tisse. Alors, il y a un nouvel espace qui se met en place. Et donc, vous avez bien évoqué la différence qui disparaît entre le privé et le public. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une urgence de penser cet espace public, ou cet espace tout court, ce nouvel espace qui est mis en place. Et je voudrais poser la question, est-ce que vous avez des pistes, je demande à l'auteur, des pistes pour penser ce nouvel espace, et quel rôle il pense qu'il pourrait revenir au droit? Est-ce que le droit ne peut pas avoir justement un rôle constitutif de ce nouvel espace? Et bien sûr que l'éthique, la question éthique, elle est centrale, mais elle vient pas, on ne commence pas avec l'éthique, elle vient au fur et à mesure, oui. On arrive à mettre en place des principes qui ne sont pas forcément respectés. Mais des principes juridiques, c'est comment les faire fonctionner à partir du moment où la souveraineté, le principe de souveraineté ne fonctionne plus de la même manière. Voilà. Vous voulez répondre maintenant ou est-ce qu'on voulait qu'on prenne les 2-3 questions d'un coup? On prend les dernières questions. On prend les dernières questions comme ça et après on vous synthétisez. Ok. Il y avait monsieur là-bas. Alors, pardon. Petite question il y a un paquet là. Bonjour, merci. Alors j'avais une question plutôt pour Bernard Harcourt sur... vous avez écarté donc Orwell, puisque renversant un petit peu le paradigme pour le replacer sur le désir. Mais je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est l'article 57 du projet de loi de finances de 2020 français, qui va doter le gouvernement français d'un super algorithme pour aller plus vite que la voiture des gendarmes.
pour observer nos métadonnées. Deuxième exemple, c'est le Pass Navigo français. Et dans le Pass Navigo, en fait, toutes nos données, il faut lire les CGU, c'est très très drôle à ce propos, sont envoyées grâce à une convention de flux transfrontalier à Madagascar et au Maroc, où là, elles sont en fait noircies ou blanchies, on ne sait pas trop, et ensuite elles peuvent circuler à nouveau. Et donc, placer la question sur le désir, est-ce que finalement, on n'est pas en train de rentrer dans une hyper-responsabilisation de l'individu, un peu comme avec le consentement, et oubliant qu'en fait, l'État est là, il essaie de pallier, en fait, il est dans une logique de rattrapage et donc une logique de surveillance. Voilà. Ok. On en a encore, là, il y en a là. Monsieur, madame, en face, au premier rang. Ah, question courte, vas-y, allez-y. Vous avez évoqué, donc, ça s'adresse à Bernard Harcourt. Vous avez évoqué l'univers carcéral. Merci. Et je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à Paul Virilio, qui lui abordait ces questions sous l'angle militaro-industriel et qui finalement est des années 80 également. Donc, parce qu'à aucun moment on a cité Paul Virilio, j'étais étonnée. Il est dans le livre, si je ne m'abuse. Il est cité dans le livre en tout cas. Ok. Il y avait monsieur là-bas, il y a un monsieur là. Ok. Ce sont deux questions. La première, c'est par rapport à de qui on parle, parce qu'il me semble qu'on a une mythe comme il y avait le mythe du bon sauvage, il y a le mythe de ceux qui ont la liberté d'être en dehors de l'économie numérique. Mais je crois que la plupart du monde n'a pas encore accès à Wi-Fi et à Internet. Du coup, les gens qui vivent en campagne parce qu'ils y travaillent ne sont pas plus calmes ni moins narcissiques. Et puis, je voulais dire, comment est-ce qu'on peut avoir une révolution d'une économie politique à cette échelle-là, s'il y a encore une économie politique matérielle du minéraux que la technologie utilise, des mines de coltan, du cuivre, puis aussi la fibre optique pour l'Internet plus vite. Et suivre les routes dans l'Atlantique du commerce triangulaire, par exemple, pour avoir la fibre optique en Amérique latine, on doit la reconduire vers l'Espagne. Et c'est aussi comme ça dans plusieurs pays de l'Afrique, vers ces anciens pouvoirs. Et voilà. Ok. Une dernière, là, où on est bon? Vous synthétisez tout, là? Si, monsieur? Allez, vas-y. Jeunesse. Merci beaucoup. C'était vraiment sur le cœur de la théorie, et pour M. Harcourt, sur le désir. Je ne comprends pas vraiment en quoi le désir est essentiel du coup à ce système-là. Et j'ai l'impression que dans ma génération, il y a de plus en plus de culpabilité qui accompagne l'usage des outils numériques. Il y a par exemple des nouvelles préoccupations sur le mental health, où il y a le fait qu'on se chronomètre. Apple nous donne la durée d'utilisation d'iPhone. Instagram vient de sortir un outil où en fait on voit combien de temps on a consommé, donc il y a une espèce d'incitation en même temps à se contrôler. Est-ce que c'est vraiment le désir, est-ce que vraiment c'est le seul canal qui amène à remplir notre rôle de consommateur transparent, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures comme la dépendance, l'addiction qui sont plus pertinentes ou enfin qui sont complémentaires? Merci. On arrête les questions là et on conclut. Ouais. Bon, il y a trop à dire là. On est parti dans beaucoup de directions productives. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les adresser, mais je vais essayer quand même d'en adresser plusieurs. Alors, en ce qui concerne Orwell, qui réapparaît avec l'article 57 ou le Pass Navigo français, etc., je n'essaye pas, j'essaie pas de minimiser le rôle de la NSA, par exemple, et la surveillance de la NSA. Et on voit, et je veux dire, ce livre est né en partie en réaction à Snowden et à l'évidence d'un État Big Brother qui peut savoir tout sur nous. Hein? Et donc, je ne crois pas qu'il y a manque d'exemples de programmes de l'État qui nous rendent entièrement transparents. Mais ce qui ne fonctionne plus, il me semble, c'est la manière dont ils captent nos informations. Voilà. Et c'est ça qui a changé. Donc, il me semble qu'on est beaucoup plus impliqué. Mais je ne suis pas en train d'essayer de nous
Enfin, oui, bien sûr, je me responsabilise, mais c'est pas pour simplement c'est pas pour déresponsabiliser que ce soit la NSA ou les GAFA, etc. Mais on se rend transparent dans nos expositions qui donnent la capacité, la possibilité à cet État de savoir tout sur nous. Et on le voit bien, je crois, dans les diapos que Snowden nous a montrés, où on voit la NSA qui rentrait dans les serveurs c'était quoi? C'était toute notre vie commune. Paltalk, YouTube, Yahoo, Microsoft, Google, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple. Bon, une fois qu'on rentre, une fois qu'ils ont accès à ça, c'est un monde différent. Voilà. Et c'est ça la distinction. Bon, disparition des lignes d'État et de société, c'est un effet vraiment. C'est une des caractéristiques les plus importantes de ce qu'on est en train à quoi on est en train de faire face. C'est donc un monde où les GAFA font du gouvernement, ils le font Facebook qui décide ce qui va se passer au sujet de freedom of speech ou pas, et la politique. On a les gouvernements qui vendent les données, on a vraiment cette fusion des domaines. Alors, quel est le rôle du droit comme constitutif ? Il me semble que le droit est un instrument là-dedans. Et le droit, il est manipulé, il est utilisé, il a été utilisé pour défaire maintenant ces frontières. Bien sûr, il faudrait l'utiliser dans le combat de réimaginer cet espace. Mais j'y pense plutôt comme un outil. Enfin, moi, je suis donc la moitié du temps, je suis avocat et je l'utilise comme un outil. Et j'ai pas confiance que le droit lui-même, il ait une direction, mais il peut être poussé dans une direction en l'utilisant d'une bonne manière. Mais il faut réimaginer cet amalgame. Et alors, c'est une amalgame qui n'est pas simplement l'univers carcéral et pas seulement industriel. J'ai essayé le modèle que j'utilisais, c'était plutôt une pieuvre qui avait tous ces éléments commerciaux, post-industriels, de surveillance, qui seraient beaucoup plus larges que simplement ce qu'on avait utilisé militaire industriel avant. C'est quelque chose de beaucoup plus large, avec beaucoup de dimensions. Et bon... oui, tout ça pour dire bien sûr que ce sont des nouveaux phénomènes qui transforment le monde, mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas aussi penser bien sûr à toutes les autres formes d'exploitation qui existent et qui continuent à exister et qui sont impliquées dans la production du numérique. Donc tout à fait d'accord, Carlos. Et dernièrement, sur cette question d'addiction et de dépendance, c'est ça qu'il faut décortiquer, il me semble. Hein. Et quand j'essaye d'utiliser une notion de désir qui est assez neutre, c'est précisément... J'avais pas envie de surpsychologiser ce domaine parce que à cause du fait des différences des générations, voilà, et des différences des relations des générations au monde numérique et à l'existence numérique. Et il me semble que c'est trop facile de partir dans des directions assez judgmental des jeunes ou de la jeune génération qui semblent être addicted à leurs iPhones et des trucs comme ça. C'est là où j'essaye d'éviter ces jugements pour essayer de comprendre la manière dont, en fait, le processus fonctionne. Voilà. Il me semble que oui, on devient dépendant. Oui, on devient dépendant. On se lève le matin, quelle est la première chose qu'on fait?
on regarde, quels emails, voilà, je veux dire, c'est une forme de dépendance, je crois, mais bon, j'essaye d'éviter une direction trop psychanalytique pour rester dans un domaine un peu d'économie politique, voilà. Bon, mais dernier mot aux autres quand même, à nos invités. Un petit mot de conclusion pour vous Je vais réagir rapidement donc, aux différentes interventions. Sur la question de l'État, de la prochaine loi de finances, Navigo, et beaucoup plus largement, tout à l'heure je l'évoquais, à l'ISEM, les expérimentations de reconnaissance faciale, le fichier TES. En réalité, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, l'État lui-même récupère des données, et les données les plus sensibles qu'elles soient, c'est-à-dire nos données biométriques, donc celles qui vraiment fixent notre identité et qui, en cas de hacking, ne sont absolument pas du tout changeables, modifiables, etc. Donc, en effet, il y a un sujet majeur là-dessus, et l'État, encore une fois, plutôt que de prendre le parti d'être un contre-pouvoir à ça, est encore une fois dans une espèce de continuum idéologique de captation de la donnée à des fins de surveillance. Qu'elle soit bienveillante ou malveillante, peu importe, mais on est parfaitement là-dedans. Et ce qui est assez intéressant en France, c'est que donc, l'expérimentation sur la reconnaissance faciale qui a été lancée par Cédric O a été validée, et ce qu'il dit, et qui est pour moi assez absurde, c'est que le débat public interviendra après l'expérimentation. Or, une expérimentation, c'est précisément fait pour valider, et c'est en fait une avance de phase d'une généralisation de quelque chose. Donc en réalité, on aurait dû avoir déjà le débat public, puis l'expérimentation, s'il y avait eu accord de l'opinion publique sur le sujet. La reconnaissance faciale, très rapidement, c'est le fait qu'en réalité, on vous identifie, qu'on surveille tout le monde et qu'on vous identifie, avec des taux d'erreur aujourd'hui très faibles, mais néanmoins de quelques points de pourcentage. Donc, sur une population française, il y a des taux d'erreur qui peuvent cibler quelques millions de Français quand même. Donc, c'est absolument pas anodin. Et là encore, il n'y a pas la question du recours administratif. En cas d'erreur statistique, algorithmique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est apte, si on est l'objet d'une erreur, de la comprendre, et ensuite d'y répondre ou d'en faire recours ? Et là, il y a un vide juridique et d'usage total sur le sujet. Donc, en effet, l'État est parfaitement partie prenante de cette captation de la donnée, des données qui, en réalité, sont très sensibles, et on est en train de rentrer là-dedans. Sur la question de l'hyper-responsabilisation de l'individu, qui est une remarque qui est hyper intéressante, parce que, en effet, dans le modèle aujourd'hui économico-politique, tout repose sur l'individu. On a parlé du consentement du RGPD, donc c'est l'individu toujours seul face à son écran, face aux acteurs économiques ou étatiques. Et donc, en fait, on a en effet cette dissymétrie de pouvoir. On dit, t'as qu'à pas y aller, t'as qu'à protéger, t'as qu'à pas publier, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on se rend compte que la notion de désir peut être en réalité un désir contraint. On se rend compte qu'en réalité, quand c'est étatique, on n'a pas le choix. Quand on a envie d'avoir accès à telle ou telle information, on n'a pas le choix. Et donc, en effet, on a une déperdition, finalement, de la liberté de choix et du libre arbitre, qui est une notion, je pense que vous le partagerez, fondamentale. Donc la question de l'hypersensibilisation, face à ça, il y a la question, encore une fois, et je le répète sans doute, mais la question du droit collectif. Tout à l'heure, on évoquait la question du droit. La donnée n'a de valeur que si elle est sociale, que si elle est connectée à une autre donnée. La donnée en tant que telle, la donnée unitaire, n'a que très peu de valeur. Facebook, ce qu'il vend, c'est pas votre donnée unitaire, c'est le graphe social qui va avec. Et donc, imaginez un droit collectif de la donnée, plutôt que la privatisation et la monétisation de la donnée, où là encore, on va se retrouver dans des dissymétries de pouvoir, où finalement nos données ne vont rien valoir, d'une part parce qu'on est seul face aux GAFA, et d'autre part parce qu'en réalité, votre donnée est tout sauf privée. C'est-à-dire que si aujourd'hui mon téléphone géolocalise que je suis là avec vous et que je vends cette donnée, je vends aussi le fait que je suis avec vous. Et donc en fait, je vends aussi votre vie privée. Donc en fait, on rentre en plus dans des débats un peu inextricables de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui vous appartient. En réalité, la donnée est collective, elle est sociale. Et donc, se pose du coup la question de, face à cette idéologie d'hyper-responsabilisation, est-ce qu'on ne peut pas repréempter le périmètre, le sujet, collectivement, avec des outils de droit, parce que le droit en tant que tel, c'est comme la technologie, on en fait ce qu'on veut,
Et la fameuse question de la démocratie. Quand tout à l'heure je vous parlais du débat public, en France on parle beaucoup de débat public au détriment de la démocratie. C'est-à-dire qu'on choisit quelques-uns, on les fait parler, on met ça sur une plateforme, on récupère le truc, et en réalité rien n'a fondamentalement changé. Donc dans la notion de démocratie, il y a encore une fois la notion d'altérité, de conflictualité, de débat contradictoire, qui n'existe pas dans la notion, pas forcément dans la notion de débat public, c'est-à-dire avoir des headlines sur les chaînes d'infos, quelques unes de journaux, et puis après on passe au sujet suivant. Donc il y a en effet un dysfonctionnement, de mon point de vue, non pas des acteurs privés, qui sont en réalité dans leur bon droit, parce qu'à la fin, un acteur privé est en fait en recherche de performance économique et financière, ça a toujours été le cas. Le dysfonctionnement, de mon point de vue, il est fondamentalement étatique et collectif, véritablement. Sur la question de qui parle-t-on, ça soulève encore une fois la question de la fracture numérique. Cela dit, d'un point de vue beaucoup plus global, Facebook, Google, mais aussi les Chinois se chargent d'aller connecter les zones les plus reculées avec des drones solaires, les ballons Loon, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et c'est déjà en train d'arriver. Là aussi, vous aviez une remarque très intéressante, c'est sur la question de l'économie et de l'industrialisation. Et souvent, on dit en fait l'économie numérique est quelque chose d'immatériel, virtuel. En réalité, moi, ma conviction, c'est qu'on est en train de rentrer dans une ère d'hyper-industrialisation extrêmement polluante, extrêmement matérielle, parce que les serveurs sont des serveurs réels qui polluent énormément, parce qu'en fait, les canaux de connexion d'Internet, en fait, c'est des tuyaux qui sont sous-marins, qui sont des infrastructures vraiment matérielles, visibles, physiques. Et en réalité, ce que ça suppose en termes de restructuration géopolitique ou géographique en tout cas, c'est qu'on va avoir une hyperpolarisation. Vous allez avoir des mégapoles d'attractivité, et puis tout le reste qui va devenir des périphéries, sans valeur en réalité. Et donc toute la question, encore une fois, c'est une question d'exclusion ou d'inclusion de ces périphéries ou de ces populations. Confère les gilets jaunes, mais aussi qu'est-ce que devient l'Afrique, qu'est-ce que devient le Moyen-Orient, qu'est-ce que devient l'Amérique latine, face à des mégapoles, quelques mégapoles en fait au niveau mondial, qui vont utiliser les périphéries finalement comme usines, comme dortoirs. Quelle est en fait la nouvelle structuration de cette économie politique? Et enfin sur la question du désir. Ce n'est absolument pas du tout contradictoire, en fait, avec la question de l'addiction ou des mécanismes, finalement, de captation de l'attention. Et il y a un whistleblower américain qui l'a très bien expliqué, Tristan Harris, qui était un des designers stars de Google, qui a démissionné, et en fait, qui explique très bien les 5 piliers de construction ou de design des applications, des interfaces, qui sont en effet dans des mécanismes de captation et d'addiction. Et il l'explique très très bien dans son papier. Et il a fait beaucoup de conférences derrière qui sont en libre accès, et en fait qui dit qu'on reproduit les mécanismes du jeu, de hasard et de casino, Tinder, etc., avec la question du reward, de la rétribution, de qu'est-ce qu'on gagne si on continue à scroller, à changer, etc. Et donc, en effet, mais c'est absolument pas du tout antinomique de la question du désir, au contraire. C'est plutôt fossilisé, quoi. Oui, enfin, je veux pas. Ouais. Juste 2 points, je vais être rapide parce qu'il est tard. Le premier, c'est sur la tension entre droit et éthique. Hein. Peut-être qu'il y a un malentendu parce que, en tout cas, au sens où on l'entend, c'est plutôt ce qui devrait être la réflexion au fondement des orientations juridiques plutôt que fonder l'éthique. Parce que je sais que dans le monde anglo-saxon, souvent, on entend par exemple une expression comme Code of Ethics, hein, l'idée qu'on va figer un certain nombre de règles. Mais là, je pense qu'il s'agit vraiment de questions éthiques fondamentales. Enfin, je ne sais pas, peut-être Corinne me contredira, hein, mais ça, c'est juste un point. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une réflexion éthique avant de poser les principes juridiques. Alors, sur la deuxième question de l'État, je crois que là, et je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord, mais je pense que c'est vraiment important de bien comprendre l'évolution des choses. Et c'est vrai qu'il y a des malentendus. Par exemple, des gens comme Julian Assange avaient une théorie dans laquelle il suppose qu'il y a des puissants, on retrouve ça dans la quadrature du net, d'une certaine façon, avec une dissymétrie d'information. C'est-à-dire des puissants et puis des pauvres. Et l'idée, c'est 2 choses. D'une part, Assange, il veut protéger les pauvres, je dis entre guillemets, le citoyen, en mettant des mesures
de cryptographie pour empêcher que l'information, c'était une des solutions qui était évoquée, et en même temps l'idée c'est qu'on soit transparent vis-à-vis de l'État. Or, la difficulté dans cette société nouvelle, c'est une contradiction interne, c'est que on est tous dans la double situation, c'est-à-dire qu'on est à la fois un citoyen individuel et en même temps on a une responsabilité sociale, et donc à ce moment-là on est exposé par notre propre responsabilité sociale dans une société qui a une très grande aspiration à la transparence. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans un monde qui est extrêmement problématique. Alors je voudrais aller plus loin parce que on parle de 1984. Justement, 1984, c'est vraiment un monde où il y a un État central qui veut tout savoir sur le citoyen, parce qu'il veut contraindre le citoyen, quand on dit qu'il n'a plus de désir, mais il veut savoir ce qu'il pense pour le forcer à penser d'une certaine façon. Et aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'on se fiche de ce que vous pensez. On veut simplement, plus exactement, on vous laisse libre de penser ce que vous voulez, mais ce qu'on veut, c'est savoir ce que vous pensez, parce qu'on veut utiliser alors on parlait du désir, mais peu importe, on veut utiliser ça pour vous anticiper et pour essayer de vous contrôler. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose, c'est une logique qui est vraiment extrêmement différente. Alors je vais conclure par une chose incroyable, c'est Zuckerberg. Vous savez, bien sûr vous savez tous qui est Zuckerberg. Cet été, il a écrit, il a fait, c'était pas il écrit d'ailleurs, c'était une interview je crois, dans Wired, où il explique quel est son désir. Qu'est-ce que veut faire Zuckerberg ? Il veut utiliser les interfaces cerveau-ordinateur pour savoir ce que vous pensez avant même que vous l'exprimiez. Vous n'aurez même plus besoin de parler, mais on saura votre désir, et il dit ça va fluidifier la relation entre l'homme et la machine, qui est le pire des cauchemars. Ça veut dire que votre désir, il sera anticipé sans que même vous l'ayez exprimé, et il sera exaucé immédiatement. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle dystopie, et c'est Zuckerberg. On est dedans. Voilà. Merci infiniment à tous les trois pour ces échanges passionnants. On voit bien que c'est des questions énormes, mais bon, voilà, qui nous taraudent et qui vont continuer à nous occuper. Merci infiniment Bernard Harcourt, et bravo pour ce livre que vous pouvez acheter. Je vous le conseille à la sortie. Et merci à tous les deux aussi. C'était passionnant de vous entendre réagir, parce qu'on voyait que ça nourrit beaucoup de réflexions. Et à bientôt. Merci à vous. Merci Jean.